Au sommaire de cette édition d'information, intense activité ecclésiastique avec le séjour du représentant du pape à Libreville, la clôture de l'année jubilaire et la publication d'un ouvrage consacré à l'histoire des familles religieuses au Gabon. Éducation nationale, à quelques heures de la rentrée des classes prévue pour ce lundi 30 septembre 2019, le ministre de tutelle rassure les élèves et parents d'élèves quant à la volonté du gouvernement de réussir une année scolaire apaisée. Et puis les Librevillois, les pieds dans l'eau à la suite des fortes pluies qui se sont abattues dans la nuit d'hier à aujourd'hui sur la capitale gabonaise. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information sur Gabon Première. En ouverture, on va tout droit dans la province du Haut-Ogooué où la première dame Sylvia Bongo Ondimba a lancé la campagne annuelle Octobre Rose, une initiative de la Fondation Sylvia Bongo pour la famille. Cette opération a pour objectif de sensibiliser et dépister les femmes contre les cancers féminins. Les détails dans ce reportage de la communication présidentielle. Ça signifie que je me suis fait dépister et puis la mèche aussi, ça signifie que je me suis fait dépister. J'ai été examinée au niveau de la place d'indépendance pour le dépistage du cancer de l'utérus et du sein et on m'a envoyé ici à Missa pour la suite. Ça y est, la campagne Octobre Rose est plus que jamais une invitation à agir contre les cancers féminins. Le centre hospitalier régional à Missa Bongo a servi de cadre au lancement national de ce grand rendez-vous de sensibilisation et de dépistage de ces maladies souvent silencieuses. La campagne Octobre Rose se passe plutôt bien. Les populations sont sensibilisées. Nous avons reçu du monde. Nous avons reçu déjà 119 femmes. Et nous avons 10 femmes référées pour des cas suspects, 5 pour le sein et 5 pour le col. Par ce premier coup d'envoi d'Octobre Rose à l'intérieur du pays, la première dame Sylvia Bongo Ondimba, acteur principal de ce noble combat, a témoigné à nouveau l'élan de solidarité de la fondation éponyme. Je pense que c'est une bonne initiative de la part de la première dame Sylvia Bongo Ondimba, étant donné que quand on détecte le cancer à temps, on peut aussi le soigner à temps. C'est une bonne idée pour prendre les choses en main à temps. Parce que le cancer, si on le découvre déjà qu'il a évolué dans le corps, il se peut que vous pouvez mourir. Donc si on découvre à temps, vous pouvez être sauvé aussi. C'est une bonne idée. Au cours de ce lancement, l'épouse du chef de l'État a visité le service de néonatologie en construction. Cette unité prendra en charge les nouveau-nés. Octobre Rose est une campagne qui permet l'intensification de la sensibilisation et du dépistage contre les cancers féminins. Celle-ci se déroulera sur l'ensemble du territoire gabonais. Voilà, c'était un reportage de Priska Moula. Restons dans le cadre des activités présidentielles pour parler cette fois de la fin de la visite officielle du chef de l'État dans cette partie du Gabon. Après un séjour fructueux empreinte d'émotion, le président de la République, Ali Bongo Ondimba, et son épouse ont regagné Libreville. Retrouvons nos confrères de la communication présidentielle, Priska Moula et Bartel Boisse. 72 heures, c'est peu, mais ce laps de temps aura suffi aux populations du Haut-Ogooué à manifester à nouveau leur affection au président de la République et à son épouse, Sylvia Bongo Ondimba. Dès son arrivée à l'aéroport international de Mvengue, le chef de l'État et la première dame ont communié avec les habitants de la localité, malgré la pluie, synonyme ici de bénédiction dans la pure tradition bantoue. Au cours de cette visite du numéro 1 gabonais dans la ville de Franceville, le coup d'envoi du Ronin Masuku a constitué une étape importante de ce séjour. La santé, le vivre ensemble, l'esprit d'équipe ainsi que la victoire de la vérité sur la rumeur ont retenu l'attention de tous. Au terme de ces retrouvailles, Ali Bongo Ondimba et son épouse ont été salués à leur départ par les autorités politico-administratives, les membres du gouvernement. Le chef de l'État a ensuite regagné Libreville.
La santé, on en parle encore dans ce journal avec de nouveaux services médicaux qui viennent de voir le jour à Oyem, dans la province du Wellington. Il s'agit d'un laboratoire de biologie médicale et d'une pédiatrie. Ces services répondant aux normes, aux nombreuses attentes des populations sont l'œuvre du docteur Daniel Ndoumou Obama. Eugène Ekogaono, reportage. Les cris de détresse souvent exprimés par les populations wellintémoises viennent d'avoir un écho favorable avec la mise en place à Oyem des 10 services médicaux. Ce n'est pas seulement à Libreville que les spécialistes doivent s'installer. Les spécialistes peuvent s'installer aussi bien à l'intérieur du pays qu'à l'extérieur du pays. Et comme nous sommes natifs de cette ville, nous avons pensé qu'il était utile pour les populations de notre ville et de notre département, voire de notre province, d'avoir une structure correcte. Mis à part le service de pédiatrie, il y a également un laboratoire de biologie médicale. Un laboratoire de biologie médicale où sont prélevés et analysés divers fluides biologiques d'origine humaine. Les séropositifs, au cas où le CTA n'a pas de réactif, ils ne sont plus obligés d'aller à Libreville, d'aller à Lambaréné sur place. Ils font leur contact de CD4 en toute sécurité, en tout anonymat, d'accord, on les reçoit et on fait leur contact de CD4, ni vu ni connu, et voilà, ils peuvent suivre très bien leur traitement. Une façon pour Dr Daniel Ndoumou Obama et son équipe de pallier aux 10 cris de détresse pour une santé de proximité. Nous vous l'avons dit en titre, messe de clôture des 175 ans d'évangélisation catholique au Gabon. L'homélie de ce dimanche a été dite par Monseigneur Giovanni Pietro Dal Tozo, représentant du pape François. Le point avec Janice Ondongema et Gérard Magnagna. Le jubilé qui a bouclé son année en apothéose est une illustration exemplaire de la gloire du Seigneur Jésus-Christ qui s'est accomplie pendant l'œuvre pontificale et missionnaire de Monseigneur Bessieux. Le grand jubilé nous rappelle leur apostolat, leur courage, leur passion, mais aussi et surtout l'amour de Dieu qui a voulu, par leur intermédiaire, se révéler à son peuple. Pourquoi le message du Christ doit absolument arriver aux confins de la terre. Nous ne sommes pas éternels ici sur la terre, et à la fin de notre séjour, ici, il y aura un jugement. Tel est l'ordre des messages de l'évangile de ce jour, basé sur le grand principe de la charité, qui est l'unique laisse-passer qui donne accès à la vie bienheureuse pour l'éternité. Ne renonçons pas à l'annoncement de l'évangile pour créer, même ici au Gabon, une civilisation de l'amour et de la vérité, à laquelle l'Église catholique se sent profondément liée, à laquelle elle veut apporter, même ici, sa contribution. La date du 29 septembre 2019 rentre de la façon la plus honorable dans l'histoire religieuse de la Sainte Église catholique apostolique. Rappelons que la messe de clôture a été un moment de bonheur pour le représentant du pape François, Monseigneur Giovanni Pietro Dal Tozo, d'ordonner 16 prêtres. Et puis, après avoir assisté au culte de l'année jubilaire de l'évangélisation du Gabon, le Premier ministre Julien Kogué Bekale a reçu le représentant du pape français. Le reportage est de Guifré Ndongobiang. Au cabinet de Julien Bekale, en plus des civilités présentées au chef du gouvernement, il était aussi question pour l'archevêque Giovanni Pietro Dal Tozo de revenir sur les actions menées par l'Église catholique au Gabon. L'Église a contribué aussi à édifier le pays. Ce n'est pas seulement été en œuvre d'évangélisation, mais c'est été aussi en œuvre de formation, d'éducation, en œuvre pour contribuer à bâtir une société juste et libre. Les relations entre le Gabon et le Vatican ont été également évoquées.
Au niveau diplomatique, il y a des relations stables. Nous avons en Nance ici. Quand le Nance n'est pas ici, nous avons un chargé d'affaires qui vit ici. Il y a un ambassadeur chez les Sanchez. Il y a au niveau diplomatique, il y a des relations stables. Et bien sûr, l'intention est de pouvoir continuer dans ce sens-là. Pour ce qui est de la célébration de la fin de l'année jubilaire de l'évangélisation du Gabon, plusieurs activités ont été menées tout au long de la semaine. Dans le même registre pour parler cette fois de la conférence des supérieurs majeurs du Gabon qui vient de publier un ouvrage intitulé « La vie religieuse au Gabon ». Il perpétue l'histoire des familles religieuses présentes dans notre pays. Retrouvons Janice Ondongema et Gérard Magnagna pour ce reportage. La commémoration de l'année jubilaire des 175 ans d'implantation de l'Église catholique au Gabon s'achève. Elle a été couronnée par une chaîne de prières et de célébrations eucharistiques. C'est dans ce cadre que s'inscrit l'activité de cet après-midi où la sœur Praxède de la congrégation salésienne a présenté un ouvrage qui retrace la vie religieuse des différentes congrégations. Il s'agit de l'arrivée des congrégations religieuses dans le territoire gabonais. Quels sont les noms de ces congrégations? Il y a à peu près 30 congrégations qui sont mentionnées dans le livre. Et ce qui est très intéressant dans le livre, c'est que chaque famille religieuse s'occupe d'un aspect particulier. J'appartiens à la congrégation salésienne, dont je suis fille de Marie Auxiliatrice. Notre mission, appelée dans le langage religieux charisme, est de nous occuper des jeunes. L'ouvrage qu'elle a présenté et qui a été très apprécié par les fidèles chrétiens est un ouvrage consacré à la vie religieuse au Gabon. Et donc, c'est une activité qui est inscrite dans l'agenda de la semaine de clôture jubilaire pour marquer la clôture générale et définitive du jubilé consacré aux 175 ans d'implantation de l'Église catholique au Gabon, dont le père fondateur est bien entendu le Monseigneur Bessieux, qui a célébré la première messe au Gabon le 29 septembre 1844. Et puis, l'association chrétienne Les Béatitudes et l'église locale de l'Alliance chrétienne et missionnaire de Toulon viennent d'organiser un séminaire sur l'entrepreneuriat. Concevoir un projet et gérer une entreprise, ce sont entre autres points qui ont guidé cette séance de formation. Reportage Irina Abong-Obama. Construire un tissu économique d'envergure à même de garantir le développement multisectoriel passe par la création d'activités génératrices de revenus, entre autres. Les Béatitudes, association chrétienne, partagent cette conception de l'économie participative, d'où ce programme de formation portant sur l'initiation à l'entrepreneuriat. L'économie de notre pays dépend des hommes et des femmes bien formés et dépend également des hommes et des femmes d'initiative qui veulent bien faire avancer les choses dans ce pays. Cette initiative conjointe des Béatitudes avec l'église locale de l'Alliance chrétienne et missionnaire de Toulon, la mairie du 4e arrondissement de Libreville, a permis d'édifier les participants sur 4 modules, parmi lesquels les techniques de création et de gestion d'entreprise et l'élaboration d'une étude de faisabilité. Nous retenons de ce richissime et grandiose séminaire sur l'entrepreneuriat qu'il y a beaucoup d'opportunités d'entreprendre et de réussir autour de nous. Il suffit d'être sensible aux besoins de nos proches et de décider de satisfaire ces besoins par des investissements qui peuvent nécessiter une réduction de notre train de vie et d'autres sacrifices. Toutefois, cette décision n'est pas sans impact positif car c'est une restriction qui a pour but de générer des fonds nécessaires à notre épanouissement financier. Mais la réussite dans le domaine de l'entrepreneuriat dépend des mentales forgées, c'est-à-dire être patient, discipliné, organisé, persévérant. La prise de risque, souvent un obstacle à la volonté d'entreprendre, est le sujet qui a mis un terme aux échanges. Autre actualité, Libreville vient d'abriter le premier salon live entrepreneur destiné aux opérateurs économiques évoluant sur le plan national. Durant 2 jours, les porteurs de projets ont pu promouvoir et valoriser leurs produits et services. Mirandangue et Gérard Magnagna pour les détails.
C'est plus d'une vingtaine d'entrepreneurs qui se déploient à Libreville dans le cadre du premier salon de l'entrepreneuriat. Tout en présentant leur savoir-faire, ce salon se présente comme une courroie entre l'État et ses porteurs de projets dans la promotion de l'entrepreneuriat. L'idée est très simple, c'est de permettre à chaque entrepreneur d'avoir un peu plus de visibilité. On a une mosaïque d'entrepreneurs ici au Gabon et on a des jeunes Gabonais qui sont très talentueux, on a des jeunes Gabonais qui sont très professionnels mais qui ne sont pas connus, qui travaillent dans l'ombre. Et donc l'objectif de ce salon, c'est de leur donner plus de visibilité, c'est de connaître dans quel secteur d'activité ils exercent et qu'est-ce qu'ils font au quotidien et qu'est-ce qu'ils ont besoin pour se promouvoir, qu'est-ce qu'ils ont besoin, quels sont les freins, quels sont les problèmes, quelles sont les difficultés qu'ils rencontrent sur le terrain. Hervé Oyuno est le patron d'une chaîne de restauration rapide depuis plus de 20 ans. Pour cet homme d'affaires, le modèle économique gabonais réside dans l'entrepreneuriat. L'ordre du jour avec IRA Entrepreneur, c'est de dire aux Gabonais de 17 ans, de 15 ans, de commencer à rêver à la création d'entreprises. Même quand on va à l'université, il semble qu'au Sénégal, quand on forme les étudiants là-bas, on leur dit que vous sortez avec votre entreprise. Non pas pour être employé par la fonction publique. Alors ça veut dire que si la fonction publique ne peut pas nous employer aujourd'hui, ce n'est pas un crime. Ce n'est pas un crime. Il faut simplement changer de regard. Depuis quelques années, le Gabon s'est lancé dans la diversification de son économie à travers la création des entreprises qui visent l'amélioration du climat des affaires, la promotion des investissements et le développement du secteur privé. Également dans ce journal, la rentrée des classes aura bel et bien lieu demain sur toute l'étendue du territoire national. Pour la circonstance, à la veille de cette rentrée, le ministre de l'Éducation nationale a prononcé le discours circonstanciel. Nous vous proposons un extrait. C'est demain, le 30 septembre 2019. Date retenue pour la rentrée scolaire sur l'ensemble du territoire national pour les élèves du pré-primaire, du primaire et du secondaire général, technique et professionnel. La tradition établie dans notre pays voudrait qu'à la veille de chaque rentrée scolaire, le ministre en charge de l'Éducation nationale s'adresse à l'ensemble de la communauté éducative du pays. C'est donc en me soumettant à cette tradition un agréable devoir et un plaisir immense de m'adresser à tous les acteurs du système éducatif de notre pays, notamment à ceux de l'administration centrale et déconcentrée, aux chefs d'établissement, aux équipes pédagogiques, au personnel d'encadrement psychologique et social, aux parents d'élèves, aux partenaires sociaux et, bien entendu, aux apprenants de tous les niveaux scolaires et de tous les ordres d'enseignement. Voilà, retenez qu'au cours de nos programmes de ce soir, vous aurez l'intégralité de cette allocution du ministre de l'Éducation nationale, Michel Minga Messon. La communauté internationale a célébré hier la Journée mondiale des sourds. Au Gabon, les membres de l'association des sourds-muets se sont retrouvés pour communier ensemble cet événement. Le point avec Cabrel Guilain-Lemami et Pierre Claver est là. Pas de manifestation officielle au Gabon à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale des sourds, dont l'objectif est de valoriser la langue des signes à travers des sensibilisations. Les sourds de l'association des sourds-muets du Gabon en ont saisi l'occasion pour communier ensemble et évoquer certains sujets liés à leur communauté. Nous célébrons aujourd'hui la Journée mondiale des sourds. Le thème de cette année est « Droit à la langue des signes ». Malheureusement, l'État ne nous a pas soutenus sur cette journée-là qui a été organisée. Et ils n'étaient pas aussi là aujourd'hui pour ce débat que nous avons organisé pour pouvoir comprendre les différentes difficultés des sourds et muets. Célébrée chaque dernier samedi du mois de septembre, cette journée permet aussi de faire découvrir la culture de cette catégorie de personnes qui rencontrent des difficultés à se faire entendre dans les administrations, les hôpitaux, par manque d'interprètes au Gabon. L'État doit apprendre la langue des signes dans tous les
les administrations gabonaises, partout. Voilà, et voilà, on doit promouvoir au moins cette langue des signes. Donc il y a beaucoup qui n'aident pas les sourds à cause voilà, de manque de ce manque d'apprentissage de cette langue des signes. Donc aujourd'hui nous sommes à 7000 sourds-muets vivant au territoire gabonais. La Journée mondiale des sourds a été créée le 28 septembre 1958 par la Fédération mondiale des sourds. Elle a été reconnue par l'Organisation des Nations Unies en 1959. La suite du journal avec les membres du Rotary Club Libreville-Mont de Cristal qui viennent d'aller offrir un important don de divers produits de détergents et des produits pharmaceutiques aux pensionnaires du centre de gériatrie de Mélène. Le reportage est de Sheila Mebale et Prestine Ngwaeman. C'est avec les bras chargés essentiellement de produits corporels, ménagers et alimentaires que la délégation des membres du Rotary Club Libreville-Mont de Cristal ont déposé leurs valises au centre de gériatrie de l'hôpital régional de Mélène. Pour le donateur, cette action de solidarité s'inscrit dans la poursuite des programmes d'assistance aux personnes du troisième âge. Ce matin, nous sommes venus offrir ce don parce qu'effectivement, nous avons compris la nécessité que vaut la santé. Nos papas, nos mamans qui sont internés dans ce centre ont besoin de beaucoup de choses. Et j'ose également espérer que ce don apportera un ouf au personnel parce que j'ai également constaté que le personnel fait des pieds et des mains pour que nos papas, nos mamans puissent vivre longtemps. Félicitant l'initiative, le directeur du Centre national de gérontologie gériatrie a décrit l'importance de ce don. Heureuse et remplie de joie de la part des personnes âgées d'abord, destinataires de ce don qui va permettre de soulager un tant soit peu leurs difficultés que nous savons très grandes en ce moment. Je ne peux que me réjouir et féliciter l'acte citoyen et humain. Après cette cérémonie, les visiteurs ont promis revenir pour continuer de soutenir ce centre qui accueille les personnes âgées et exhorte les membres du Rotary à continuer d'œuvrer pour les communautés en détresse. Parlons à présent de la circulation qui a été fortement perturbée ce matin au niveau de l'échangeur IAI, c'est à Libreville. C'est donc la conséquence des pluies qui se sont abattues dans la nuit d'hier à aujourd'hui sur la capitale gabonaise. Le constat a été fait par Georges Kombila. Ici, ce n'est pas un lac, mais plutôt le célèbre échangeur d'IAI dans le 5e arrondissement de la commune de Libreville, inondé par les eaux de pluie diluviennes qui se sont abattues ce matin sur Libreville. Les buses sont bouchées, donc il fallait récurer les buses lors de la saison sèche. Mais c'est ce qu'on n'a pas pu faire, c'est à cause de ça que nous nous retrouvons dans cette situation-là. Il y a une solution, il faut augmenter la hauteur des buses, parce que ce sont les petites buses, les buses de 80. À ce niveau-là, il faut les buses de 2000. Et une buse qui peut avoir la hauteur de 2 mètres pour bien évacuer les eaux. Une situation qui date depuis belle lurette. D'ailleurs, les populations et les automobilistes désemparés s'expriment. Nous, on ne peut pas passer, nous voyons qu'on ne peut pas passer. Donc c'est totalement barré. Parce que tu pars là, tu peux te faire noyer, tu peux inonder. Donc on préfère tourner faire un sens inverse. On est obligé. Une voie express. Et vraiment, avec ce qu'on vient de constater là, vraiment. Comment dans une situation comme ça, c'est comme si c'était au moins une rivière, bien soit un lac, et c'est pas bon. Presque devenu récurrent à chaque fois qu'il y a des fortes pluies, braver l'échangeur d'IAI constitue la mer à boire pour les automobilistes et les piétons. Retour dans l'arrière-pays pour parler cette fois des élus locaux du département de la Duini qui se sont récemment réunis autour des populations de la commune de Moabi. Rencontre au cours de laquelle ils ont évoqué les questions liées à l'établissement d'un acte de naissance et ce, dans le cadre des textes de loi votés au Parlement gabonais. Jules Das Biviga.
La rencontre entre les élus locaux du département de la Djuni et les populations de la commune de Moabi rentrait dans le cadre du compte-rendu parlementaire des différents textes de loi votés au Sénat et à l'Assemblée nationale, parmi lesquels la question liée à l'établissement d'un acte de naissance. Nous avons eu à expliquer aux populations les textes qui ont été, donc les textes de loi qui ont été votés au Sénat et à l'Assemblée nationale, notamment la loi sur l'état civil. À propos de la loi concernant l'état civil, nous avons expliqué aux populations que désormais, ils sont tenus de déclarer les naissances des enfants auprès des responsables d'état civil de chaque zone, notamment dans les préfectures, les mairies et les sous-préfectures, pour éviter que ces enfants ne grandissent sans acte de naissance qui pourrait entraver l'établissement de leur carte d'identité nationale ou de leur passeport dans l'avenir lorsqu'ils voudront voyager. Cette rencontre riche en échanges a permis aux jeunes filles mères d'être suffisamment édifiées suite aux difficultés qu'elles rencontrent pour se faire établir un acte de naissance ou une carte nationale d'identité. En sport, le 10 km de Franceville n'a pas offert le bouleversement attendu chez les élites hommes et dames. Le Kenya, grand favori de cette compétition, a confirmé son statut et ce devant le couple présidentiel qui a donné le coup d'envoi de cette dernière édition du Run Masuku. Compte rendu de nos envoyés spéciaux à Franceville, Dave Moubele et Vincent Ngabina. Sans surprise, la deuxième édition du 10 km Masuku n'a pas livré le bouleversement attendu au niveau de sa hiérarchisation. Les coureurs d'Afrique de l'Est, qui en font une priorité de tout instant, ont encore fait fort en s'imposant en élite, tant chez les dames qu'en hommes. Nous avons vraiment un plateau de sport sportif de haut niveau qui est proposé aux Gabonais, mais surtout aux Africains à l'international. Comme vous pouvez le constater, les trois premiers de la course élite sont 2 Kenyans et 1 Éthiopien. C'est dire que l'international est massivement représenté à ces courses-là. Et mieux, eh bien, ils ont amélioré le record de l'année dernière du 10 km de Franceville. C'est dire que c'est une course rapide. Et vous savez que le 10 km de Masuku à Franceville est le 10 km le plus relevé en termes de difficulté. Dès les premiers hectomètres, Kandié Kiibot va imprimer un rythme incroyable et une gestion assez intelligente de la course, creusant l'écart par une échappée que ne pourront rattraper ses poursuivants immédiats. Le natif de Nairobi au Kenya va s'offrir un dernier kilomètre de folie, 28 minutes et 58 secondes pour s'imposer. Limitant chez les dames, Noura Juruto du Kazakhstan d'origine kenyane va s'imposer avec un chrono de 32 minutes et 24 secondes. Des temps qui reflètent le caractère plus que difficile d'un parcours qui aura eu le mérite de voir le couple présidentiel donner le coup d'envoi de la deuxième édition du 10 km de Franceville. Par ailleurs, en l'absence de plusieurs de ses cadres, Mwele Kodjo Jessie, Marc Titus Nzogé et Sandrine Kenge, le Gabon n'a pas rayonné dans ce 10 km du Run Masuku. On voit tout cela avec Charles Oula et Vincent Ngabina. Absente d'un liste, s'invite au 10 km de Masuku pour décourager ses concurrents. Mais Marius Opana profite de la clémence de la température pour réaliser un doublé en obtenant la première place en 34 minutes et 54 secondes. La Caisse nationale de sécurité sociale a mis les mains, a consenti énormément d'efforts pour permettre aux coureurs gabonais, les élites bien sûr, de réaliser les performances que vous avez vues aujourd'hui. Brinda Epianga obtient la première place quant à elle en 53 minutes et 12 secondes. Le comité d'organisation du 10 km de Franceville aura donc atteint ses objectifs. Sur le plan sportif, les records sont tombés. L'organisation aura également joué sa partition. Un très bon résultat, on part avec 1 heure de retard parce qu'il y avait les intempéries qui nous ont un petit peu retardés, mais cette température qui peut paraître difficile finalement, enfin du moins ce climat, finalement nous a permis de battre ce record. C'est de la première édition à la deuxième édition. Moi je profite de l'occasion que vous me donnez pour remercier tout d'abord le chef de l'État et la première dame qui sont venus encourager les coureurs et puis tous les partenaires s'ils ne sont pas là, eh bien cette course ne peut pas voir le jour. Donc je les remercie de croire en nous et de croire en ce que nous faisons. C'est un vrai partenariat public-privé. 1er décembre à Libre.
Voilà, Madame, Messieurs, vous retiendrez qu'au cours de nos programmes du soir, vous aurez l'intégralité de l'allocution circonstancielle du ministre de l'Éducation nationale, Michel Minga-Messon, à la veille de la rentrée des classes qui aura lieu demain, lundi 30 septembre 2019. Voilà, Madame, Messieurs, qui vient mettre un terme à cette édition d'information. Merci de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous avec l'actualité, 23h. Vous retrouverez Wilfried Piga-Vamba. Moi, je vous dis merci de nous avoir suivis. Au revoir et à très bientôt.